Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'Info. Et l'invité politique en direct ce matin sur ce plateau, c'est Gérard Longuet. Bonjour. Bonjour. Sénateur LR de la Meuse. Bonjour et bonne année. Et bonne année. Ça commence bien d'ailleurs. Merci. Sénateur LR de la Meuse, je disais ancien ministre de la Défense. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Michael Zamès de Public Sénat, Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour messieurs. Vous êtes rédacteur en chef, directeur du bureau parisien du groupe EBRA et vous êtes là pour le Républicain Lorrain et l'Est républicain ce matin, bien sûr, en l'honneur de Gérard Longuet. Voilà, on va tout de suite démarrer avec une déclaration de Gérard Collomb sur CNews il y a quelques minutes. Il veut que les routes d'accès soient libérées d'ici la fin de la semaine prochaine par la discussion et la négociation plutôt que par la force, a déclaré le ministre de l'Intérieur à propos de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, Gérard Longuet. Un vœu pieux du ministre de l'Intérieur. Le gouvernement est le gardien naturel de l'autorité de l'État. Et force est de reconnaître, dans une situation qui est horriblement difficile, que l'État a manqué à sa mission, le gouvernement a manqué à sa mission de gardien de l'autorité de l'État. Il doit la rétablir rapidement, c'est ce que veut faire à travers cette déclaration M. Collomb. Y parviendra-t-il? On le verra. En tous les cas, si le gouvernement n'est pas en mesure de rétablir l'autorité de l'État dans une décision qui est décourageante pour ceux qui investissent, pour ceux qui ont des projets, pour le Grand Ouest, mais pour tous les autres responsables français qui portent des sujets difficiles, si le gouvernement ne rétablit pas l'autorité de l'État, c'est un manque de crédibilité et par conséquent une porte ouverte à une sorte d'incivisme de tous les milieux. C'est ce que vous sentez ce matin? Totalement. Qui peut ne pas aller dans ce sens? C'est les déclarations, les paroles n'engagent que ceux qui les prononcent et que ceux qui les écoutent. Moi, je ne crois pas que M. Collomb, aujourd'hui, tienne la situation en main. On verra bien. Vous parlez de situation décourageante, d'affaiblissement d'autorité de l'État. Qu'est-ce qui est décourageant aujourd'hui? C'est d'avoir décidé qu'un gouvernement, au bout de 50 ans, qu'une prise de décision qui était très difficile, qui n'était pas claire, finisse par décider? Ce qui est décourageant, c'est que l'autorité du juge, 179 décisions, l'autorité des électeurs, un référendum, l'autorité de la loi, puisque Notre-Dame-des-Landes a été installée dans toutes les lois de programmation d'équipements nationaux, soit remise en cause par 150 permanents du désordre. Parce que la ZAD, il faut bien voir ce que c'est. C'est spectaculaire, c'est violent, c'est pittoresque à certains égards, c'est surprenant à d'autres, mais ce sont 150 personnes qui paralyse le développement du Grand Ouest, parce que le Grand Ouest, c'est une évidence, il est très loin de Paris, très loin des aéroports, et il avait besoin d'un équipement spécifique. Et si on dit ce que le gouvernement dit concernant Rennes et Nantes, nous aurons les mêmes manifestations, à juste titre celle-là, parce que là, il y a des habitants. Oui, alors justement, êtes-vous inquiet pour les projets que peuvent porter les élus des territoires comme vous? Va-t-il être possible en France demain de lancer de grands équipements? La question est effectivement posée. Quand vous avez une grande déviation aujourd'hui qui est voulue par l'immense majorité des usagers de la route et qui peut être contrebattue par des riverains, on peut comprendre le mécontentement des riverains, mais il y a un moment où la loi, l'état de droit doit l'emporter sur la violence. Violence verbale ou violence physique. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, on a les deux. On a la violence verbale, on a la violence physique, on a cet abcès de fixation, on a cette provocation. Alors, force est de reconnaître que Notre-Dame-des-Landes, c'est un cas un peu particulier. Ça fait quand même 10 ans qu'il y a 150 personnes qui campent sur le terrain. Ce n'est pas le cas des autres. Il faut quand même reconnaître à ce gouvernement d'avoir décidé. Les trois précédents auraient pu le faire. À tout prendre, en effet, décider et sans doute, avant l'abandon total, sans doute la seule solution. Mais décider pour un homme politique, après avoir dit le contraire, c'est un petit peu embêtant et c'est le problème personnel du volonté de la calmer République. les tensions quand même. Même s'il a dit l'inverse pendant la campagne présidentielle, on est d'accord avec vous, mais c'est une vraie volonté d'apaiser. Mais calmer les tensions. Le problème est qu'une société qui est en mouvement, et nous souhaitons que la France soit en mouvement, est toujours une société en tension. Et il y a une façon de régler les tensions, ça s'appelle l'état de droit.
Donc il n'y a plus d'état de droit. Et l'état de droit est remis en cause aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui va dépasser les 80 km/h sur une route départementale va dire mais enfin pourquoi moi on me brime alors que ceux qui contredisent 179 décisions, eux, je ne dis pas qu'on les évacue avec les honneurs de la guerre, mais on suit finalement leur raisonnement. Donc c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire le contraire de l'état de droit. Il y a aussi la question de l'indemnisation, la question d'argent. Il y a l'élargissement de Nantes, il y a Vinci qu'on va devoir certainement indemniser. La facture va être salée selon vous ? La facture va être très lourde. Ça rappelle la facture de Madame Royal quand elle a supprimé l'écotaxe poids lourds. Une facture à 1 milliard d'euros. Là encore, c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux de penser que le contribuable français paye tranquillement 1 milliard d'indemnisation parce que Madame Royal a eu peur des bonnets rouges. Il fallait négocier avec les bonnets rouges, qui sont des chefs d'entreprise, des gens qui ont envie de bouger. On pouvait négocier, on pouvait trouver un accord, parce que, puisque vous êtes de l'Est, nous savons, nous, dans l'Est, que nous sommes traversés par les camions néerlandais et qu'on aimerait bien que les camions néerlandais participent un petit peu à l'entretien de nos routes. Je reviens sur Notre-Dame-des-Landes, sur un côté très politique, si vous le permettez. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est la victoire de Nicolas Hulot, une victoire des écologistes, une victoire de la gauche ? Non, c'est la limite du président Macron. Le président Macron est un homme jeune qui lance beaucoup de choses, mais lorsqu'il faut aller dans le dur, par exemple, la dépense publique, je suis à la commission des finances, il demande aux autres de faire des efforts, c'est-à-dire aux collectivités locales, mais pour ce qui relève de l'État, il n'y a pas d'effort particulier en 2018. Eh bien, c'est un petit peu la limite du président Macron. Bon, il avait dit le contraire, il se rend compte que c'est très difficile, et il se dit un emmerdement de moins, c'est une liberté de plus. Il va garder son ministre de la transition écologique quand même. Qu'il le garde. Gérard Longuet, sénateur LR de la Meuse, ancien ministre de la Défense, est notre invité ce matin. Des zadistes qui font la fête toute la nuit à Notre-Dame-des-Landes, vous dites 150... les copains sont venus, j'imagine. Bon, enfin, en tout cas... Enfin, ça fera moins que les millions d'utilisateurs. Normalement, Notre-Dame-des-Landes, c'est... je ne connais pas les chiffres, mais j'imagine que c'est entre 4 et 8 millions de voyageurs par an. Ça mérite aussi d'être pris en considération. Des gens qui développent leur région, qui vont à l'extérieur chercher des marchés, vendre le savoir-faire français, et qui l'auraient fait à partir de Notre-Dame-des-Landes, plutôt que de passer par Paris, et donc de perdre des journées de travail. Mais les journées de travail n'intéressent personne aujourd'hui. En tout cas, chez vous, dans la Meuse, très précisément dans le village de Bure, qui accueillera un site d'enfouissement de déchets nucléaires, des opposants s'organisent. Est-ce que vous craignez, chez vous, ce même type de problématique ? Nous l'avons. Le stockage en couche géologique profonde fait l'objet d'un débat constant depuis 20 ans, avec une progression de la recherche. Il y a un laboratoire sur place, 400 chercheurs qui regardent les réactions de la roche, et il y a un débat permanent avec l'ensemble des habitants. Ce débat permanent, il s'est traduit par des élections. Il y a les élections municipales, cantonales, régionales et naturellement nationales. Tous les élus ont toujours soutenu ce projet. Pourquoi ? Parce que c'est un projet d'intérêt national. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour que nos enfants n'héritent pas n'héritent pas de déchets non gérés. Et accessoirement, on le fait aussi pour la Meuse et pour la Haute-Marne, parce que les retombées économiques favorisent... Mais il y a un risque qu'il y ait à nouveau Notre-Dame-des-Landes. Évidemment qu'il y a un risque, évidemment. On en est la certitude. Aujourd'hui, nous avons les intermittents de la manifestation, c'est-à-dire 3 fois par an, on sait qu'on aura des journées un petit peu chaudes. Le préfet sait gérer ce type de relations. Nous avons sur place... quelques opposants venus de l'extérieur qui ont décidé de camper en Meuse. Après tout, pourquoi pas, on discute avec eux. Vous demandez au gouvernement d'appliquer la même chose qu'à Notre-Dame-des-Landes, éventuellement ? La situation n'est pas la même parce que les occupants ont acheté des maisons, ils respectent la loi, et ils habitent dans ces maisons. Après tout, ça fait des habitants nouveaux. Et vous craignez pour la sécurité, très sincèrement ? Non. Il n'y a pas de risque ? Non, je pense qu'il y aura un débat. Je souhaite pas que... je ne souhaite pas naturellement que la violence l'emporte sur le débat. Mais le débat a toujours existé depuis 20 ans. On discute ensemble, on n'est pas d'accord, mais on progresse. Il y a eu un débat public remarquable qui a fait changer le projet, qui l'a fait évoluer. Aujourd'hui, où je vous parle même, d'ailleurs, on a une remise en cause de certains aspects. À part l'autorité de sûreté nucléaire... Mais par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire a reconnu la validité du stockage souterrain, a dit simplement, sur les déchets à moyenne activité qui sont aujourd'hui enrobés dans le bitume, il faudrait peut-être faire quelque chose d'autre. Parce qu'il y a peut-être
peut être un risque. Eh ben, on le fait, on étudie, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, on est là pour donner la sécurité à tous les Français pendant des siècles. La sécurité donc sera maintenue à Bure. C'est ce que vous appelez aujourd'hui, vous demandez aujourd'hui. Alors, ce que je demande, c'est la sécurité du projet, d'abord. Et la sécurité du projet, elle repose sur un dialogue transparent où l'IRSN, c'est-à-dire l'Institut de recherche sur le nucléaire, l'ASN, l'autorité de sûreté, l'ANDRA, qui est, elle, l'opérateur, l'agence nationale, qui est une agence d'État et qui n'est absolument pas un organisme économique cherchant à faire du profit. Je souhaite que ces gens-là parlent publiquement des difficultés et que difficulté après difficulté, nous les réglions. Et à ce moment-là, eh bien, les opposants doivent constater de bonne foi que le projet est raisonnable. Pascal Jalabert. Oui, sur un autre sujet, c'est aujourd'hui le sommet franco-britannique qui se déroule au sud de l'Angleterre. Alors, sur l'immigration, faut-il remettre en cause l'accord du Touquet qui fait que les migrants qui veulent aller en Angleterre sont gérés par la France? Oui. Oui, à partir du moment où l'Angleterre se fout de l'Europe, décide de quitter l'Europe, qu'elle gère ses problèmes. Il se trouve que les migrants veulent aller dans ce pays, sans doute parce qu'ils ont appris l'anglais ou parce qu'ils ont de la famille, bon, c'est leur choix, eh bien, que l'Angleterre règle ses problèmes chez elle. Il faut les faire payer? Non, à partir du moment où nous les laissons partir en Angleterre, c'est les Anglais qui régleront le problème. Ouvrir les portes, par exemple, et dire que la frontière n'est plus à Calais, comme l'avait dit il faut être quand même très réaliste. Emmanuel Macron pendant la campagne. Il faut quand même être très réaliste. Si on ouvre les portes, il ne faut pas que les gens restent bloqués dans le tunnel ou sur les bateaux. Oui. Donc il faut quand même que l'Angleterre tire les leçons de son retrait de l'Europe. L'Europe veut bien gérer les problèmes de l'Angleterre tant que l'Angleterre est européenne. Si l'Angleterre n'est plus européenne, qu'elle gère ses problèmes elle-même. Demain, c'est Angela Merkel qui sera à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez que l'Europe est devenue macronienne? Je dirais en revanche qu'il y a un problème allemand. L'Allemagne est vraiment, avec la France, sont les deux éléments. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les incertitudes allemandes, la condescendance de la Commission européenne, ont généré à l'est de l'Europe une véritable méfiance. Et ce que l'Europe doit faire, avec le président Macron naturellement, avec Madame Angela Merkel, je l'espère, c'est redonner confiance à ceux qui doutent de l'Europe et qui sont de plus en plus nombreux en Pologne, en Hongrie. Mais, qui doutent de l'Europe en France? Parce que regardez Laurent Wauquiez, il a des positions européennes qui ne sont pas comprises. Regardez Alain Juppé qui prend ses distances. Est-ce que ça vous a choqué, vous, qu'Alain Juppé prenne ses distances sur cette question? Ça ne m'a pas choqué, ça a confirmé l'évolution, la démarche très, très singulière, très originale, enfin originale non, mais singulière et personnelle d'Alain Juppé. Alain Juppé a une expérience, un parcours de ministre, il a le sentiment qu'il n'a rien à apprendre de Laurent Wauquiez et qu'il a tout à gagner en gardant sa liberté. C'est une démarche qu'on peut comprendre, après tout à son âge. Pourquoi serait-il caporalisé par un parti politique? Vous avez des choses à apprendre de Laurent Wauquiez, vous-même? J'espère. Ah oui. Pour l'instant, je n'ai pas appris grand-chose. Oui, justement, est-il sur la bonne ligne? Alors, il durcit le ton sur l'immigration, sur la fiscalité, il attaque un peu tous azimuts. Est-ce qu'on voit sa ligne? Non, soyons honnêtes, il y a un vrai problème de la droite en France vis-à-vis du régime présidentiel tel que le président Macron l'incarne. Nous observons, il y a des plus, il y a des moins. La vraie question, et Notre-Dame-des-Landes est une illustration, le président Macron va-t-il au fond des choses? C'est la seule vraie question qui compte. Il a fait des efforts importants pour les investisseurs, il faut le reconnaître. Vous l'auriez voté, ça? Je l'ai voté. Vous l'avez voté? Sur l'ISF, oui, absolument. Sur le PFU, oui, absolument. Sur les ordonnances, oui, en effet. Vous dites qu'il pose un problème à la droite, du coup? Il pose un problème à la droite parce que la question que nous nous posons, c'est ce qu'il fait aujourd'hui en surface, et qui est important, ira-t-il jusqu'en profondeur? Je prends un exemple simple, la durée du travail dans le secteur public. On ne peut pas alléger durablement la dépense publique si on est dans le statu quo. Pour l'instant, on est dans le statu quo. Il y a aujourd'hui un débat qui commence sur les états généraux de la bioéthique, avec une des questions qui sort évidemment la procréation médicalement assistée, étendue aux couples de femmes notamment. 60% des Français y sont favorables. Est-ce que vous y êtes prêt, vous? Moi, je suis totalement défavorable. Je considère que les enfants ont droit à une ascendance. Les enfants ne sont pas des jouets. Ce sont des personnes, ce sont des êtres humains et qui se définissent par toute une chaîne
avec la vie qu'ils transmettront, et je leur souhaite, c'est encore ce qu'on fait de mieux, et la vie que l'on a reçue par son ascendance. Et priver un enfant au départ de son ascendance, c'est le mutiler. La société va encore se diviser sur cette question, Oui. comme pour le mariage pour tous. Oui. Qu'est-ce que ça peut donner ? Je veux dire, le bon côté des choses, c'est qu'on va approfondir des sujets sérieux. Parce que derrière la GPA et la PMA, vous avez ce que l'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire la possibilité de modifier l'être humain avec cette question qu'on devrait poser, qui est l'eugénisme. Car derrière, il est évident que des gens qui veulent artificiellement des enfants vont vouloir des enfants qui puissent être journalistes, au moins, qui soient... Donc, ils vont faire de la sélection. Et c'est la porte ouverte à l'eugénisme. Je pèse mes mots, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète considérablement. Je pense, si vous voulez, j'aime la vie dans ce qu'elle a de naturel et de transmise. Parce que je la bête. Oui, alors ce débat... Au moment, d'ailleurs, où vous voyez que la natalité française s'effondre. Ce débat va aussi aborder l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les robots, les outils et la numériques. fin de vie. Oui, la fin de vie. Donc, on va prendre les deux sujets. Sur les robots qui nous remplacent, l'intelligence artificielle, faut-il mettre des barrières et selon vous, y a-t-il des risques pour l'emploi, pour la vie quotidienne ? Il ne faut pas mettre des barrières, il faut ouvrir le débat, ouvrir la discussion et approfondir. Je crois que je suis progressiste, je veux dire par là que le progrès ne m'inquiète pas, mais je cherche à en comprendre les implications et je cherche à en comprendre les conséquences pour anticiper. Évidemment. Et dans l'affaire de l'intelligence artificielle, incontestablement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est parfois d'ailleurs l'exploitation systématique de données de masse. Ce n'est pas vraiment de l'intelligence, c'est une forme d'intelligence, c'est une intelligence qui n'est pas accessible à l'homme, c'est du tri mécanique accessible à la machine. Il faut en évaluer toutes les conséquences. Aujourd'hui, on ne le fait pas assez. La fin de vie, un mot ? C'est une affaire assez grave, mais c'est celle dont je me rapproche et donc elle me préoccupe aussi. Gérard Longuet, vous êtes sénateur aujourd'hui, vous êtes ancien ministre, plusieurs fois sous le gouvernement d'Édouard Balladur, puis Nicolas Sarkozy. Et Jacques Chirac. Dont j'ai gardé un excellent souvenir. Dont vous avez gardé un bon souvenir. Quel est l'avenir pour quelqu'un comme vous dans la perspective de ce qui va se passer à droite? Vous venez de décrire une certaine réserve vis-à-vis de Laurent Wauquiez. À l'âge que j'ai atteint et avec l'expérience qui est la mienne, j'ai plus envie d'écouter, de réfléchir et d'échanger que de diriger. C'est évident. Si vous voulez, il y a un âge pour tout. J'ai eu la chance d'exercer, vous l'avez rappelé, des responsabilités. J'ai la fierté d'avoir contribué à mettre en place l'Organisation mondiale du commerce, d'avoir dérégulé les télécoms et d'avoir, dans l'Est, contribué avec d'autres, mais pas beaucoup, à la réalisation du TGV Est. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à l'avenir, que je ne connaîtrai pas, mais je ne voudrais pas laisser un héritage de points d'interrogation. Et c'est la raison pour laquelle je défends CIGEO. Vous allez le faire dans quel cadre? Le Parlement, après tout, c'est fait pour ça. Merci Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur Les Républicains de la Meuse, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille pour le débrief de notre invité politique Gérard Longuet, mais aussi de l'actualité, qui est chargé ce matin autour évidemment de Notre-Dame-des-Landes, Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien du plus grand quotidien régional français Ouest France, et Thierry Dupont de l'Express. Merci messieurs d'être revenus dans cette deuxième partie. On démarre tout de suite, si vous le voulez bien, par la déclaration qu'a fait Gérard Collomb à CNews, déclaration de fermeté. Il veut que les routes d'accès soient libérées d'ici la fin de la semaine prochaine. Il a donné un délai, et il le veut par cette évacuation, par la discussion et la négociation plutôt que par la force. Gérard Longuet a l'air sceptique sur les capacités du ministre de l'Intérieur à faire ce qu'il dit. Bon, l'État a les moyens de... Alors pourquoi il a dit ça, Gérard Longuet? En fait, ce qui est intéressant dans son discours, à mon avis, c'est l'idée qu'il faut restaurer l'état de droit. Il a utilisé plusieurs fois le terme. La question, c'est
Et il a raison, il faut restaurer l'état de droit, parce qu'on crée un précédent. Alors, il y a deux choses. Il y a le côté... Il a reconnu, par exemple, que dans la suite de la discussion, on y reviendra, que le cas de Notre-Dame-des-Landes, comme dit Édouard Philippe, est un cas exceptionnel. Édouard Philippe a dit clairement hier, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est une façon très claire de dire, OK, dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, on prend une décision qui n'est pas celle qu'on pouvait attendre par rapport à la restauration de l'autorité de l'État, etc., enfin l'état de droit, mais ne croyez pas que ça soit reproductible et que ça soit généralisable. On va voir. Mais donc il y a cet aspect des choses. Après, restaurer l'autorité de l'État, mais en réalité, il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire que, est-ce que la meilleure façon de restaurer l'autorité de l'État, c'est envoyer 3000 gendarmes mobiles dans la ZAD et évacuer tout le monde à coups de gaz lacrymogène et de matraque? S'il y a une autre solution, c'est-à-dire si l'État, le gouvernement arrive à l'objectif recherché, c'est-à-dire la réouverture des routes et puis... Par la discussion et la négociation, comme le veut Gérard Collomb. Eh ben, pourquoi pas? C'est moins spectaculaire, c'est peut-être moins exemplaire, mais vous parliez tout à l'heure du coût humain, c'est pas inintéressant. Thierry Dupont. Oui, il faut se rappeler, je recite sa formule, les 150 permanents du désordre, c'est une bonne formule. Ne sont pas majoritaires sur place. C'est la formule de Gérard Longuet il y a un instant sur ce plateau. Sur place, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à la réouverture des axes de circulation, qui sont de bonne volonté à partir du moment où effectivement le projet est abandonné. Donc voilà, je pense que il peut y avoir ici ou là des crispations, mais il ne faut surtout pas céder à la provocation. Je pense que l'État a les moyens, effectivement, à partir du moment où il est serein, et maintenant il a pris la décision, il est capable d'obtenir ce qu'il veut. Ils sont vraiment 150, parce que Gérard Longuet a appuyé sur ce chiffre 2 fois pendant l'interview politique. 150 zadistes. En fait, on ne sait pas, parce qu'il y a... Versus 3 millions de gens concernés. Il y a plus de service de l'État, il n'y a pas de présence, donc il n'y a pas de statistiques réelles. Le ministère de l'Intérieur parle de 95 cabanes installées sur la zone. Les chiffres fluctuent. 150 permanents du désordre. Encore une fois, moi je pense que les 150 ou les jusqu'à 400 personnes qui sont actuellement sur la ZAD ne sont pas toutes des permanents du désordre. Encore une fois, les éléments les plus radicaux, à mon avis, sont plutôt de l'ordre de la cinquantaine que de ceux qui sont vraiment violents et déterminés à faire le coup de poing aujourd'hui. Mais après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les moments de tension et de violence, vous avez des éléments extérieurs qui peuvent venir. Ce qui est intéressant aussi avec l'abandon du projet, si vous voulez, c'est que si le projet avait été maintenu et qu'il avait fallu rentrer dans un rapport de force, là, vous aviez une capacité à mobiliser plein de citoyens non violents, normaux, enfin bon, pas des radicalisés, et vous pouviez arriver à 8 000, 10 000... Et c'est là où était le danger, parce que c'est ce qui était passé à Sivins. Rémi Fraisse, c'était pas un professionnel de l'agitation, c'était un étudiant, c'est un gars qui était venu là pour soutenir une cause et qui s'était retrouvé pris dans un maelstrom de violence. Et qui en est mort. Donc, c'était tout à fait ce que redoutaient, pour en discuter, certains élus locaux de l'Ouest. Alors vous me faites une transition parfaite avec ce qu'a déclaré Gérard Longuet, qui était notre invité à propos de ce village de Bure, dans la Meuse, précisément, où un site d'enfouissement de déchets nucléaires est en train d'être décidé, avec des opposants qui s'organisent. Est-ce qu'on peut craindre, j'allais dire, que ce type de situation métastase après cette décision du gouvernement? Mais bien sûr, mais évidemment. Et il a fini par le reconnaître du bout des lèvres à la fin, en disant oui, évidemment, il y a un risque. Mais quand il décrit la situation à Bure, il décrit tout le processus qui s'est installé au Notre-Dame-des-Landes au fil des années, en disant il y a un débat permanent, etc. Les élus locaux ont été réélus à chaque fois sur leur approbation du projet. Mais dans l'Ouest aussi, c'est-à-dire que, enfin voilà, et donc c'est exactement. Si la seule différence entre Notre-Dame-des-Landes et Bure, c'est que à Bure les opposants ne construisent pas des cabanes mais ils achètent des maisons. Oui. Je pense. C'est ce qu'a dit Gérard Longuet. Et effectivement, pour répondre à votre
votre question, Cyril, oui, il y a un risque de métastase. C'est-à-dire que les éléments les plus radicaux, ils peuvent prendre exemple de ce qui se vient de faire. Mais c'est surtout qu'ils peuvent se déplacer. Je disais que dans les affrontements autour de Notre-Dame-des-Landes, il y avait des gens qui venaient de l'extérieur. Mais vous allez avoir une partie des éléments les plus radicaux qui se trouvent à Notre-Dame-des-Landes. S'il n'y a plus d'affrontements, si la chose est réglée, ils vont déménager. Vous les voyez à Bure? Ah mais pareil, mais on sait qu'il y a 40 à 50 projets en France aujourd'hui qui pourraient faire l'objet de contestations un peu sur le... Voilà, alors mais Bure, c'est typiquement un nouveau Plogoff, un nouveau Notre-Dame-des-Landes, potentiellement. En tout cas, on va s'y intéresser, à ce qui se passe à Bure. Un petit mot sur le positionnement de Gérard Longuet. Plusieurs fois ministre, sous plusieurs présidents, sous François Mitterrand avec Édouard Balladur, sous Jacques Chirac, il l'a rappelé, il en est fier, sous Nicolas Sarkozy, je rappelle qu'il a été donc pour la dernière fois de ses postes ministériels ministre de la Défense, un sage de la droite qui veut réfléchir dans le cadre du Parlement, a-t-il dit, avec une réserve sur ce qui se passe du côté des Républicains avec Laurent Wauquiez, vous l'avez vu. Tout d'abord, il voit bien qu'il est assez... intelligent pour voir que le monde politique a changé. Enfin, je veux dire, il y a un avant et un après quand même l'élection d'Emmanuel Macron. On voit bien que, regardez la jeune génération qui arrive chez les Républicains, et ils ont tous 40 ans à peine. Donc, bon, voilà, Gérard Longuet comprend bien que... Il tire les conclusions, vous voulez dire, de son âge. Par ailleurs, sur son rapport à Wauquiez, d'abord, vous avez vu qu'il a été assez... gentil avec, en tout cas... compréhensif avec Alain Juppé, en disant, est-ce que lorsqu'on a le parcours, l'expérience et l'âge d'Alain Juppé, on a envie d'être caporalisé par son parti et par son président? Non. Et lui-même a ajouté, est-ce que moi, vous lui avez demandé, est-ce que je peux apprendre de Wauquiez? J'espère. Pour l'instant, je n'ai pas appris grand-chose. Donc on sent bien qu'il y a une certaine distance vis-à-vis du président des Républicains. Thierry Dupont de l'Express, Stéphane Vernet de Ouest France. Évidemment, on va continuer de parler de Notre-Dame-des-Landes, à commencer par demain matin, puisque nous aurons le rédacteur en chef de Ouest France, François-Xavier Lefranc, en duplex et en direct de Nantes, dans cette matinale d'infos. On passe au Zap Monde. Un résumé, il ne faut pas oublier, de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV50. On le regarde ensemble. Dans cette région du sud du Chili, des églises catholiques et protestantes ont été brûlées et des hélicoptères visés. Des actes commis par des militants mapuches, un peuple en conflit avec le gouvernement. Ils revendiquent la rétrocession de leurs terres ancestrales et leur autonomie. Lors de la messe mercredi matin, célébrée sur des terres disputées par les Mapuches, le souverain pontife a condamné ces actes de violence. Une reconnaissance mutuelle ne peut pas se construire avec de la violence et des destructions qui finissent par coûter des vies humaines. J'ai retrouvé en Centrafrique, c'est une crise humanitaire poussée. Plus de 50% de la population a besoin d'assistance humanitaire. Plus de 20% de la population est déplacée à l'intérieur de ce pays à cause de la violence. Des régions qui étaient calmes jusqu'ici ont vu la recrudescence de violence ces dernières semaines. Les Séléka et les Mbarara nous ont attaqués. C'est pour ça que nous avons fui. Quand on rentre chez nous pour prendre des choses, les Mbarara nous attaquent, nous frappent. Ils veulent nous violer. Nous avons peur de repartir. Pour protéger ces gens, une poignée de militaires a été déployée par l'ONU, mais ils sont bien seuls pour défendre une zone de cette importance. UNRWA, 5 lettres pour désigner l'agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens. Un concept qui peut paraître un peu théorique, mais qui est en fait très concret. 5,15 millions de personnes dépendent directement de l'UNRWA. Si l'UNRWA n'est plus en mesure de prodiguer les services vitaux et l'aide d'urgence de différentes formes qu'elle a toujours procurées, cela créera un problème très très sérieux. À eux seuls, les Américains versent un tiers du budget de l'UNRWA. Décider de geler une partie de ce montant plonge l'agence et les gens qui en dépendent dans une situation catastrophique. La Belgique a décidé de verser immédiatement les 19 millions d'euros prévus pour les 3 années à venir. C'était une promesse de campagne, voire une menace de Donald Trump. Elle se traduit concrètement dans les faits pour Apple. La firme californienne va payer 38 milliards de dollars sur ses bénéfices réalisés à l'étranger, conséquence directe de la réforme fiscale américaine. Apple promet par ailleurs d'investir massivement dans les prochaines années aux États-Unis. Tim Cook, le patron du groupe, l'a indiqué dans un communiqué.
Un petit chiffre, 38 milliards de dollars. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve demain en direct de Rennes, d'ailleurs en duplex avec François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, pour revenir sur le fait de la semaine, bien sûr, Notre-Dame-des-Landes. Merci de votre fidélité, à demain.